là aussi, juste avant. je ne peux que te remercier pour cette intervention, cette lecture que tu as faite, cette remise en valeur que tu as faite de cet ouvrage déjà ancien sur la communication qui avait été l'objet, c'est ça, avant on ne peut pas se mettre, qui avait été l'objet de ma thèse principale. J'ai été frappé du fait, effectivement, que les références marxistes sont plus abondantes que celles que je ferai à l'heure actuelle, mais contrairement à certains qui se sont préoccupés ensuite surtout de récuser Marx ou de l'abandonner, je vois qu'en fait, je serai d'ailleurs beaucoup plus porté à trouver chez Marx un certain nombre de textes, ce qu'avait fait également d'ailleurs de son côté aussi Ben Saïd, un certain nombre de textes qui n'entrent pas du tout dans une dogmatique de la construction d'un marxisme complètement sclérosé, mais au contraire établissent la vie et la diversité de la pensée de Marx. Donc je ne récuse absolument rien de ce point de vue-là, de ce qui a été écrit. Maintenant, il est certain que par la force des choses, je n'ai pas été amené à discuter, à confronter les théories que j'exposais là avec celles de Deleuze ou avec celles de Lyotard ou de Foucault, puisqu'elles n'avaient pas été exprimées. Donc c'était quelque chose qui peut-être à l'heure actuelle aurait besoin d'être complété, comme tu l'as fait toi-même d'ailleurs, par la confrontation avec les théories de Habermas. Et effectivement, la conception que je donne de la communication ici est une conception qui n'est pas du tout consensuelle. C'est une communication qui se fait au contraire dans la diversité, dans la différence, qui est une sorte de construction commune où la vérité en question n'est pas quelque chose qui est un effacement des oppositions et des différences, mais qui naît au contraire de cette confrontation. J'avais trouvé ensuite quelque chose qui correspondait assez d'ailleurs à l'idée que j'exprimais là-dedans, et là encore je ne pouvais pas le faire puisque c'est un ouvrage qui n'a paru que ces derniers temps. C'était dans la notion que Rancière avait introduit l'idée du dissensus qu'il montrait comme étant fondamental et constitutif de la démocratie, contrairement à une pensée consensuelle. Donc nous nous trouvons ici un petit peu sur les mêmes, dans les mêmes positions qui sont celles d'un antidogmatisme de principe et qui ont aussi, dans une certaine mesure, des références communes, bien que je développe ma pensée déjà dans ce livre, je le ferai plus intensément, plus explicitement par la suite, dans le cadre d'une pensée que je nommerai d'une façon globale utopique, tandis que Rancière, au contraire, est tout à fait farouchement contraire à l'utopie, mais enfin ça c'est une autre question et je ne veux pas en discuter ici, ce n'est pas le lieu. Mais disons que cette pensée qui est celle d'une unité, on pourrait dire, dans la multiplicité, d'une tendance à l'unité dans la multiplicité et la divergence, aura trouvé ensuite, parce que j'avais écrit ça avant de m'être intéressé à Fourier, aura trouvé dans la pensée de Fourier des images concrètes
de ce que je pensais approcher ici. Je cite dedans Fourier, d'ailleurs l'ayant mal lu, puisque j'attribue à l'utopie de Fourier, au lieu de cette diversité, que l'on pourrait nommer d'ailleurs une sorte de diversité biologique de l'humain, une sorte d'exaltation du différentiel, là où on s'attendrait à trouver, dans l'harmonique, là où on s'attendrait à trouver au contraire une unification sous le terme trop galvaudé d'ailleurs de totalitaire, mais j'avais fait à Fourier une place qui n'était pas justifiée dans ce livre parce que je l'avais mal lu. C'est ensuite simplement que je l'ai lu et que j'ai compris comment l'utopie de Fourier, contrairement à la façon dont ensuite un certain nombre de gens l'ont lu, n'est pas du tout comme par exemple Sioran, n'est pas du tout l'orientation vers une conception totalitaire ni des activités humaines, ni de l'activité érotique, mais c'est au contraire une exaltation du différentiel. Alors c'est ce différentiel qui peut-être constituerait le concept directeur de mon analyse de la communication. J'ai consacré d'ailleurs dans un des derniers ouvrages sur l'anarchisme, un chapitre ou un article qui s'appelle justement le différentiel, et à propos de Fourier, sur le différentiel amoureux. En tout cas, là encore, Jacques, je donne la parole à la salle, parce que ce sont des thèmes qui, également, à travers ton enseignement, ont été assez souvent diffusés dans la section de philosophie de Vincennes, donc, et de Paris 8, donc j'aimerais laisser la parole à la salle pour quelques interventions sur ces thèmes-là. Et merci infiniment pour la façon dont tu m'as lu et traduit ça. Je t'en suis très reconnaissant. Il y a quelqu'un qui parle. Voilà, c'est Rémi S. d'ailleurs. Ce n'est pas un quelconque, c'est Rémi S. Merci. Je voulais remercier Jacques Poulain pour son intervention parce que je ne pense pas avoir lu le livre dont il parle. Je connais bien l'œuvre de René sous beaucoup d'aspects, mais je ne le voyais pas fondateur finalement de la pensée interculturelle. Et je trouve que c'est tout à fait extraordinaire puisque justement Paris 8 a été le terrain de la rencontre interculturelle dès l'origine, accueil des étudiants étrangers, accueil de salariés qui n'avaient pas accès à l'université jusqu'à ce moment-là, donc une interculturalité qui n'était pas seulement ethnique, mais qui était aussi culturelle finalement. Confrontation de disciplines différentes et tout ça. Et c'est vrai que ce que tu as dit en aparté sur le fait que René, c'est quelqu'un qui a coagi avec les gens. Moi, mon entrée à Paris 8, c'est en 73, avec la Passade. On allait, avec un commando de 100 étudiants de sciences de l'éducation, discuter avec les philosophes sur des questions pour lesquelles ils étaient en désaccord total avec nous. Par exemple, la bioénergie, la place du corps dans l'éducation, etc. Et je me rappelle de Guy Hockenheim, René Scherrer, etc., polémiquant, quoi. Mais c'était des confrontations de groupes qui nous faisaient exister, qui faisaient exister justement la rencontre des sciences de l'éducation avec la philosophie. Et c'est dans ces années-là que l'Office franco-allemand pour la jeunesse s'est investi à Paris 8 pour organiser des stages de jeunes qu'il a financés, etc. et demander aux profs de penser l'interculturel. Et donc, mon intervention, c'est pour te poser une question. Tu as dit tout à l'heure dans ton exposé, René, etc., 10 ans avant, mais ou 10 ans, les 10 ans, c'est 10 ans à partir d'aujourd'hui, ou 10 ans
avant René, que la philosophie s'est intéressée à l'interculturel et tout ça. J'ai pas bien saisi la date. Je dirais qu'elle a été obligée de s'y intéresser, bien qu'ensemble, on est, par exemple, on soit intervenu dans les discussions avec les philosophes allemands, aussi bien que les penseurs de toutes les disciplines, hein, pour le dialogue interculturel allemand. Ça restait donc un dialogue avec des présuppositions communes, quelquefois qui éclataient. On l'a vu à Beaubourg en 86, lorsque donc il y a eu vraiment un abcès qu'il fallait crever entre la philosophie de tradition allemande et la philosophie de tradition française. C'est un exemple de dialogue interculturel, mais que le dialogue interculturel devienne condition de vie, aussi bien pour les Européens que pour les habitants du Maghreb, du Moyen-Orient, on a dû s'y frotter donc depuis une dizaine d'années. Particulièrement, on l'a fait avec l'Université libre de Berlin et puis Christophe Wolff, avec lequel tu avais fondé en fait à Paris 8 donc les séminaires sur l'éducation et sur le dialogue interculturel. Parce que effectivement, tu es un des pionniers les plus importants de ce dialogue. Donc, on ne peut pas dire que chez nous, il n'a eu lieu que depuis 10 ans, mais il a changé de signification seulement depuis une dizaine d'années. Je comprends. Parce que si tu veux, pour moi, je trouve que le livre de Sherrard là, est hyper important. Je ne sais pas s'il est encore disponible, mais il faut absolument le rééditer. Parce que je trouve que il faut diversifier, disons, les sources de la pensée interculturelle. Et là, tout ce que tu as dit, le fait que René apparaisse comme marxiste, par exemple, à ce moment-là, comme lecteur de Marx, hein, on était tous lecteurs de Marx à ce moment-là, et on a, à Paris 8, on a été quand même des gens qui ont vu la pensée humaniste de Marx par rapport à une pensée de système, etc. Et moi, j'ai vraiment envie de relire ces textes que tu as évoqués, de Feuerbach, de Marx cités par René, pour voir un peu comment, avant l'anti-Oedipe, finalement, on pensait, quoi. Ça serait vraiment intéressant dans ça. Mais je dirais que, là encore, l'impulsion est venue du dehors. Du dehors, c'est la force du dehors qui a apporté cela. Que ça soit la force du dehors qui a été marquée en 68 par la révolte étudiante et autres, que ça soit déjà antérieurement, et là, quand j'ai écrit, je l'ai ressenti comme tel, cette force du dehors qui pouvait venir relativement à la philosophie. C'est pourquoi je l'ai intégré d'une façon plus ou moins habile, mais enfin je ne reviens pas dessus, je n'ai jamais repris cet ouvrage parce qu'il aurait fallu le refaire intégralement ou le faire d'une autre manière, c'est certain. Cette force du dehors, c'était l'insertion de Marx à l'intérieur d'un ensemble pour lequel il n'était pas exactement fait, parce que ça ne correspondait pas exactement à une sorte de logique de la philosophie que je voulais voir se développer à travers, mettons, la philosophie cartésienne, la monadologie avec les relations intermonadiques chez Leibniz, etc. Et l'intersubjectivité de Husserl, donc il y avait tout à coup quelque chose qui était un petit peu incongru qui intervenait là, qui avait été préparé par d'autres d'ailleurs, je pense à Tan Duc Tao, pour le marxisme et le matérialisme dialectique. Je pense également autour de Merleau-Ponty, d'ailleurs il y en avait d'autres qui étaient intervenus également dans le même sens, mais en même temps quelque chose d'autre, plus encore, justement Michel Leiris qui intervenait avec ses dons et sa vision proprement ethnographique,
et esthétique d'ailleurs, parce que ce n'est pas simplement un ethnologue, ou alors Ballandier, je cite Georges Ballandier en tant que sociologue, qui était très sensible à ce que l'on peut nommer justement le dialogue interculturel, où cette nouveauté qui n'a pas de référence dans la philosophie classique, incontestablement, qui peut être celle de la rencontre entre des mondes, la rencontre entre des cultures matérielles, pas simplement des visions du monde, des Weltanschauungen, mais des choses qui sont inscrites à la fois dans les comportements, le corps, les histoires, qui sont ce qui s'est produit avec des drames, justement, à travers les drames de la colonisation, soit en Afrique, soit en Amérique, que j'aborde un tout petit peu, d'ailleurs, dans Zeus Hospitalier, en montrant justement ce heurt, ce désaccord profond autour d'une autre notion qui est connexe, celle de l'hospitalité. Et donc, si je réfléchis à ces problèmes, je vois qu'au fond, il y a différentes manières de les traiter, et que c'est en tournant un petit peu autour de ces questions, que mes préoccupations m'ont mené depuis ce moment-là. Si vous permettez, je vais proposer une pause, ce que personne ne fait. Ouais. Mais juste sur l'interculturalité, quoi. Un petit point. Juste une petite parenthèse. Je vois qu'à Berlin, il y a eu un moment où Merkel avait fustigé l'interculturalité comme étant un échec. Je parle de la chancelière, hein. Donc Merkel, hein, c'est ça. Bon, et je pense que l'interculturalité aussi, sur le plan politique, sur le plan en tout cas de la représentation des immigrés ou autres en France, n'est pas également une philosophie qui a encore cette force-là. Et je pense qu'il y a du travail à faire par rapport à cette idée-là, hein, dans ces pays, et je crois même à la limite que les États-Unis sont un peu plus avancés que l'Europe dans ce domaine. Bon, c'est une petite parenthèse, un petit peu de pour montrer combien cette philosophie effectivement d'interculturalité mérite d'être profondément posée ici, et pour qu'elle puisse se traduire aussi en acte à travers les institutions, à travers une représentation réelle dans le politique, dans l'économique et autres. Non, c'est pas une parenthèse, c'est une question cruciale. Parce qu'effectivement, la France n'a pas toujours été cette France lepéniste que Sarkozy a construite depuis 2007. Et l'Europe n'a pas toujours été cette citadelle qui règle ses rapports avec le reste du monde, donc en soumettant l'immigration, les flux d'immigration à des calculs économiques. Donc c'est une question cruciale dans la mesure justement où les rapports, non plus avec le Maghreb comme avec l'Europe, comme avec le Moyen-Orient, n'ont pas permis jusqu'ici de traiter les problèmes fondamentaux, par exemple, de la guerre d'Algérie. C'est pourquoi Jean-François Lyotard et René s'est engagé. C'est pas pour rien qu'il donne un modèle de dialogue interculturel, c'est que sa réflexion, eh bien, elle était engagée justement dans les problèmes posés par la guerre d'Algérie de l'époque, c'est-à-dire par la propagation d'une aliénation par laquelle on a imposé donc la situation française donc à l'Algérie et au peuple du Maghreb. Ici, cette volonté de sortir de l'aliénation en l'objectivant, eh bien, et de la faire passer du domaine de l'aliénation capitaliste à l'aliénation entre pays, c'était une sorte de pont vers l'avenir et qui est toujours à emprunter, parce que on ne peut pas s'identifier. Je ne connais pas beaucoup de philosophes qui parviennent à se persuader que la politique de limitation de l'immigration
promu par l'Europe et par la France en particulier, peut être quelque chose qui est considéré comme acceptable. C'est de l'inacceptable, comme la sorte d'inacceptable